nombre de jeunes atteints d'un TDAH, trouble de l'attention et ou de l'hyperactivité, est en hausse dans l'enseignement supérieur. En cause, peut-être les apprentissages en France perturbés par l'utilisation des appareils numériques pendant les cours. C'est l'un des constats en tout cas révélés par les auteurs de la dernière enquête internationale PISA qui avait été publiée en décembre dernier. Nous sommes proches d'une catastrophe sanitaire et éducative chez les enfants et les ados, alertait à l'époque Gabriel Attal. L'enquête révèle en effet que l'utilisation d'appareils numériques en plein cours mène à la distraction et affecte le climat de discipline chez les élèves. Près de 3 élèves de 15 ans sur 10 estiment ne pas pouvoir bien travailler en cours de mathématiques, notamment à cause du bruit et du désordre. Alors voilà la question que nous nous posons aujourd'hui. Comment gagner la guerre contre la baisse de l'attention? Réponse, je l'espère en tout cas, dans cette émission En quête de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. J'ai la grande joie de recevoir mes deux invités qui sont Florian Forestier. Bonjour Florian. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes docteur en philosophie, écrivain. Vous êtes très actif dans la régulation numérique. Vous avez coécrit cet ouvrage pour une nouvelle culture de l'attention, il était temps, publié fraîchement chez Odile Jacob. Et nous sommes également en compagnie de Mehdi Kamassi. Bonjour Mehdi. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue, vous êtes directeur de recherche en sciences cognitives au CNRS, chercheur à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de Sorbonne Université. Ça fait très très calé tout ça. En tout cas, vous avez vous aussi coécrit cet ouvrage, vous êtes 4 à l'avoir écrit pour une nouvelle culture de l'attention. Que faire de ces réseaux sociaux qui nous épuisent? Et c'est tellement vrai chez Odile Jacob, c'est tellement vrai. Mehdi Kamassi, nous avons déjà consacré de nombreuses émissions à ce fléau. On en parlait juste avant de commencer. C'est un fléau, la baisse de l'attention. On peut le dire ou pas, vu ces chiffres concernant les élèves atteints d'un trouble de l'attention et ou de l'hyperactivité. Moi, ça me fait peur en tant que maman. Les parents qui nous écoutent sont affolés, se disant mais pourvu que ça ne touche pas mon enfant. Bon. Alors, il y a beaucoup de facettes et de nuances aussi à apporter. C'est-à-dire qu'on diagnostique davantage aussi les troubles de l'attention. Mais bien sûr, nous sommes confrontés à une augmentation des utilisations des smartphones, des réseaux sociaux. Et ça ne concerne pas que les enfants et les adolescents, les adultes aussi. Et on a beaucoup de mal à garder le contrôle de notre attention. On est d'accord. On est passé de quoi à quoi? De combien à combien? Qui peut répondre? Peut-être notre ami le spécialiste, Florian Forestier, de la régulation numérique. Vous savez ou pas? Vous savez pas? Vous savez, vous? Mais alors, on peut parler d'heures d'usage quotidien, on va dire. Au départ, on parlait, jusqu'à il y a 10 ans encore, d'utilisation de la télévision, par exemple. On était à 3h45 en moyenne par jour. Et puis, ça a légèrement baissé, ça ne faisait qu'augmenter. Ouais. Mais maintenant, ça s'est cumulé avec l'utilisation d'autres écrans, et notamment les smartphones. Et oui, on le sait bien. Et une des choses qu'on sait du point de vue des sciences cognitives, c'est que si on a plusieurs écrans, en fait, on retient moins bien les choses, on comprend moins bien les contenus. Même si on ne s'en rend pas compte. Donc même si on ne se rend pas compte. C'est ça, l'effet extrêmement pervers. Ma question, c'était, est-ce qu'on a une idée, mais peut-être qu'on n'en a pas, c'est une question que je pose comme ça, très simplement. Est-ce qu'on a une idée du volume du temps de concentration aujourd'hui par rapport à avant l'arrivée des smartphones? Est-ce qu'on a une idée de ça? J'aimerais bien ça, mais peut-être qu'on n'en a pas encore. Parce qu'il faut faire des analyses, j'imagine, de terrain assez poussées. Mais ce qu'on sait d'un point de vue des recherches, vraiment en psychologie et autres, c'est que l'attention soutenue, c'est-à-dire être capable de se concentrer sur quelque chose, de faire une tâche pour atteindre un but qu'on se fixe, un but de compréhension d'un texte, un but de fabriquer quelque chose, c'est quelque chose qui s'entraîne. Et ça s'apprend tout au long de la vie. Et au fond, tous ces écrans, en particulier les smartphones, les interfaces numériques, viennent comme des distracteurs qui viennent interrompre cette attention soutenue, et c'est mauvais pour cet entraînement. Et quand on est alors déjà quand on est adulte, ça nous fait c'est quand même compliqué d'arriver à se concentrer longtemps par rapport. On se souvient tous, nous qui avons l'avantage d'être nés avant l'arrivée des smartphones, on restait sans problème sur un bouquin, sur un chapitre. Aujourd'hui, on a du mal, étant donné qu'il y a les notifications qui nous embêtent, Monsieur Florian ici présent. C'est vrai que ça reste, ça devient quelque chose de vraiment, ça devient rare et précieux d'arriver à se concentrer longtemps. Sur quoi que ce soit d'ailleurs. Je pense qu'il y a deux tendances. Parce que la question de l'attention, en fait, elle est vraiment ancienne. Je dirais des débats sur la captation de l'attention, sur l'intensification de cette captation, on les trouve dès la révolution industrielle. Et toutes les grandes périodes d'urbanisation ont déjà fait naître ça. Au début du XXe siècle, il y a déjà beaucoup de discussions sur l'intensification des sollicitations au sein de la vie urbaine. Ça, c'est pas tellement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la façon dont elle est captée. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'intensification, c'est la multiplicité et la pluralité des sollicitations. Le fait que ce sont des sollicitations extrêmement diverses et extrêmement
incohérentes entre elles. Et donc, ça nous épuise aussi par cette diversité, par cette incapacité à focaliser sur quelque chose. Oui, Florian. Et peut-être qu'on peut ajouter aussi qu'avec le numérique, on peut avoir une captation de l'attention beaucoup plus ciblée. Oui. C'est-à-dire qu'on capte des données sur chaque utilisateur, on peut établir des profils et on peut trouver les recettes, ce qui va davantage capter leur attention et les maintenir engagés. Et donc ça, c'est une exacerbation de phénomène de captation Donc de c'est une l'attention. espèce de perversion de nos biais cognitifs, quoi. C'est ça? Voilà, exploitation de certaines de ces pardon. tendances. Et avec les algorithmes, on peut analyser dès qu'on a un certain nombre de données sur les personnes, sans que ces personnes n'aient conscience Mais d'avoir c'est telle ça ou telle tendance. C'est ça qui est c'est ça qui fascinant. est C'est-à-dire qu'on peut jouer terrible. sur des implicites. Des implicites. Qu'est-ce que c'est que des implicites? Ça veut dire des choses, des tendances comportementales qu'on peut avoir, Vous avez des ou des exemples, en fait? préférences. Bon, peut-être que des fois, on ne se rend pas forcément compte que tel type de publicité nous attire davantage qu'une autre. Et à ce moment-là, on a tendance à orienter la tête, à aller analyser, sans même trop réfléchir. On est encore concentré sur ce qu'on était en train de lire, mais hop, ça a attiré notre attention. Ouais. Et donc ça... Et on se dit, mais c'est pas grave. Non, mais ça me dérange pas. En fait, si. C'est ça l'histoire qui se passe. Alors, oui, allez-y, Florian. Il y a un exemple très commun, c'est notre cerveau, il a un circuit spécial pour répondre aux sollicitations rapides. Et donc, dès qu'on va nous dire il faut réagir très rapidement, vous n'avez que tant de temps pour réagir, l'offre va bientôt disparaître, on a une tendance presque compulsive à réagir sans forcément réfléchir. Et ce genre de choses, elles sont extrêmement souvent mises en œuvre. C'est quand même effectivement bon de le savoir. Ça déjà, est-ce que ça peut déjà répondre à la question? C'est le début de la bataille qui est un peu gagnée. C'est vrai que ce qu'on propose dans l'ouvrage, c'est une action multifacette. Il faut agir à plusieurs niveaux. Il y a de la régulation, il y a de l'éducation à faire. Et donc toute la première partie de l'ouvrage, c'est déjà mieux connaître nos propres mécanismes psychologiques, nos tendances et comment notre attention fonctionne. Comment elle peut être captée automatiquement sans qu'on s'en rende compte. Comment elle se fatigue, parce qu'avec toutes ces sollicitations, la fatigue de l'attention est très forte. Et comment on peut la régénérer. En fait, on se fatigue physiquement et on fatigue notre attention. Comment est-ce qu'on sent que notre attention est fatiguée alors, pour commencer? Et en fait, donc l'attention, on pourrait presque penser, c'est comme un muscle, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sollicité, et en fait, ensuite, on est moins efficace. En psychologie, on fait des expériences où on demande aux gens, pendant une certaine durée, de faire des petites tâches, par exemple, repérer quand est-ce qu'il y a des lettres majuscules, des chiffres. Et ben, au bout d'un certain temps, on devient moins efficace, on fait davantage d'erreurs. Et donc ça, c'est déjà un signe de la fatigue de l'attention. C'est quelque chose qu'on va ressentir même physiquement, d'ailleurs, parce que comme l'attention, c'est une fonction qui participe vraiment de l'ensemble de notre expérience du monde. Elle module notre expérience du monde, elle détermine la manière dont on est plus ou moins disponible aux choses, aux événements, à ce qui nous arrive. Et quand notre attention se fatigue, nous sommes moins disponibles en général. L'expérience générale du monde s'atrophie, devient plus grise, plus terne, plus pauvre. On le sent. C'est intéressant parce que vous dites même qu'il y a un effet sur la prise de décision, la captation de l'attention sur la prise de décision. À quel niveau? Bon, là, on est vraiment au cœur de mes recherches scientifiques. Je m'intéresse aux mécanismes dans le cerveau qui nous permettent de prendre des décisions, aux mécanismes qui nous permettent d'apprendre sur la base des conséquences de nos décisions. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est comme ça qu'on apprend à s'adapter à l'environnement qui nous entoure, mais aussi et en particulier ce qui fait que dans certaines circonstances, dans certaines situations, on a tendance à automatiser nos décisions sans trop réfléchir et sans prendre en compte les conséquences. Et donc là, on pense qu'il y a une bascule, alors c'est quelque chose qui est étudié depuis des décennies, on fait plein d'expériences en laboratoire, on le comprend de mieux en mieux, une bascule du contrôle de nos décisions vers des modes automatiques, et tout ça parce qu'on pense que d'un point de vue évolutif, ça avait une utilité. Si on était en permanence en train de réfléchir à chacune de nos décisions, même les plus banales, par exemple, face à ma machine à café le matin, est-ce que je vais commencer à mettre mon café ou mon eau? S'il fallait à chaque fois se concentrer, prendre une vraie décision, en mode Einstein, on serait épuisé à la fin de la journée. La gravité du café tombe dans ma Donc tasse. Finalement, c'est intéressant de se regarder agir dans les gestes du quotidien. Et à ce moment-là, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement automatiques. Ça permet de libérer une partie de notre cerveau, de penser à autre chose, de préparer sa journée, voire de ça, c'est bien ou c'est pas bien? Donc ça a un avantage évolutif. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que dans ces modes automatiques, on est beaucoup plus influençable. Notre attention peut être captée de façon exogène, c'est-à-dire par des stimuli extérieurs. Donc une notification, un pop-up va plus facilement capter notre attention. On est plus passif que jadis? En général, dans une journée, par exemple. Alors, je ne saurais pas vous dire s'il y a une grande évolution, parce qu'on sait depuis très longtemps qu'une grande part de nos décisions quotidiennes, les estimations, c'est 80-85%, pour vous donner une idée des grandeurs, sont de l'ordre de l'automatique. Donc je sais. Et depuis toujours, c'est que l'humain est ainsi fait. Depuis toujours, exactement. Il y a une part c'est une bonne base de connaissances. Mais par contre, on multiplie les stimuli, les sollicitations, déjà dans le monde urbain, comme le disait Florian, depuis déjà
plus d'un siècle et demi, et puis maintenant dans le monde digital. Oui, Florian. Sans doute, nous sommes plus actifs et passifs de la même manière. Et il y a sans doute une chose qui est vraiment influencée par ce qui se passe, c'est le fait que l'idée générale d'autonomie, c'est la capacité à se construire sur le long terme. Non seulement à savoir grosso modo ce qu'on veut être, mais c'est aussi la capacité à petit sélectionner les automatismes qui correspondent à ce qu'on a envie d'être, de façon à ce que nos réactions, même instantanées, même instinctives, correspondent à la personne qu'on veut être. Et ça demande un travail de consolidation sur le long terme. L'attention, c'est vraiment aussi ce qui permet ce switch permanent entre les fonctionnements automatiques et les fonctionnements réflexifs. Quand l'attention est perturbée, tout cet équilibre-là est perturbé, et donc on n'arrive plus à se construire sur le long terme. Donc on est enfermé. Sur le long terme, en fait, on n'arrive plus à se construire sur le long terme parce qu'on est en permanence enfermé dans des circuits de réaction qui sont des circuits de réaction immédiate. Comme un enfant d'un an, quoi. Peut-être pas à ce point, mais en tout cas, on est beaucoup plus enfermé dans une bulle d'immédiateté. D'immédiateté, en fait. Oui. Ça, c'est quand même alarmant. Alors, pour en faire des adultes, c'est compliqué. Pour nous, faire de nous, d'ailleurs, des adultes. Parce que les enfants qui sont nés dedans, effectivement, c'est d'autant plus difficile. Même pour nous, ça l'est. Ça l'est, effectivement. C'est puissant, cette affaire. Ouais. Et donc, ça concerne déjà l'adulte. Et les recherches en neurosciences à l'interface avec la philosophie suggèrent qu'en fait, on perd en liberté quand on est davantage guidé par l'immédiateté des sollicitations et moins par ces moments de réflexivité, de garder en tête quels sont les buts qu'on se fixe, qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et donc, par exemple, de temps en temps, on peut avoir envie de se faire divertir par l'interface, par le réseau social. Et parfois, on ne sait même pas pourquoi. Et puis, une heure plus tard, on est encore là. Donc là, ça veut dire qu'on a été éloigné de nos propres buts. On donc, est tous influencés ou pas? Toutes et tous susceptibles. Influençables, en tout cas. Influençables. Oui. Vous vous faites prendre, vous deux, ou pas? Moi, complètement. Bien sûr. Moi, c'est une catastrophe. Bon, je suis pas la seule, ça va. Tout va bien. Je vais pouvoir continuer Nous librement d'animer cette émission. Nous sommes humains, mais c'est vrai qu'on est... En fait, ce qui est terrible, je trouve, c'est quand on... C'est des espèces de temps morts on sait qu'on devrait les utiliser à faire autre chose. On rentre par une fenêtre, on ne sait pas qui nous a capturés. C'est presque ça, capturé. Et puis, on se dit, non, mais j'arrête dans 2 secondes. Mais en fait, on y est encore, effectivement, 10 minutes plus tard. C'est souvent terrible. Mais c'est souvent un faux temps mort aussi, parce qu'il y a une sorte de cercle vicieux, parce que l'épuisement ou la fatigue attentionnelle va nous rendre plus difficile pour nous le fait de faire un effort pour vraiment susciter des pensées, prendre le temps de construire quelque chose. Et donc, nous avons besoin d'être nourris par quelque chose d'immédiat. Et donc, nous nous faisons prendre dans cette faux temps mort qui nous donne l'impression d'être passif, mais c'est une passivité qui n'est pas totale, puisqu'une partie de nos circuits en même temps sont tout de même sollicités. Donc, on est maintenu dans cette fatigue. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour un petit peu éviter ça, de tomber dans le panneau? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, pour l'instant, continuons de discuter au niveau individuel psychologique, mais ce n'est pas suffisant. On a des travers psychologiques qui sont exploités par les interfaces, à des fins commerciales. Donc, ce ne sera pas suffisant. Il faudra absolument qu'on parle des autres facettes. Mais déjà, une chose qui qui fatigue encore plus notre attention, c'est ce conflit qu'il y a entre l'envie de se divertir, se laisser guider passivement, et en même temps, cette culpabilité et ce fait de se dire « mince, je ne devrais pas être ici ». Ça fatigue encore plus notre attention. Donc, une première chose, déjà, c'est de se donner des règles claires à soi-même comme à ses propres enfants. Allez, telle durée, je la fixe et je m'y tiens, et puis je sais pas, je fais sonner un réveil au bout d'un quart d'heure et je m'arrête. Parce que sinon, c'est trop facile. Enfin, on se laisse happer, puis il y a encore une autre sollicitation qui vient derrière, et on a perdu. Et on n'en finit jamais. Donc déjà, se fixer un cadre clair. D'accord. Alors, juste avant que l'on reprenne cet échange, juste un petit réglage de micro. Vous voyez, c'est ça, la magie du direct. Merci Guillaume Nogaret qui réalise l'émission. Effectivement, on va parler des autres facettes. Elles sont importantes, elles font partie de vos recherches d'ailleurs, Mehdi, c'est ça que vous évoquiez tout à l'heure, sur le pourquoi de notre incapacité au fond à réagir, à gagner cette guerre tout de suite là maintenant. C'est pas si simple parce qu'il y a c'est une organisation multifacette, une organisation à multiples facettes, on peut dire ça comme ça. Peut-être même, d'ailleurs, avant de continuer sur ce thème, il y a un aspect qui est très très important dont on n'a pas encore parlé, c'est l'aspect collectif et partagé de l'attention. Parce que l'attention, c'est quelque chose qui se développe de manière plurielle avec l'autre. Il y a d'ailleurs quelque chose qu'on appelle l'attention conjointe ou l'attention partagée pour le petit enfant. Alors, l'exemple le plus connu, c'est je regarde quelque chose, je sais que l'autre le regarde et on construit de la relation à partir de ça. Alors ça peut se faire à travers la vue, ça peut se faire à travers d'autres sens, à travers l'oreille, à travers l'odeur, ça peut se faire pas forcément en direct, mais c'est quelque chose de très important parce que l'attention, elle se coordonne avec l'attention d'autrui.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se mesure même au niveau scolaire. C'est pour ça que si une classe est globalement pas trop bruyante, on a plus de capacité à se concentrer, à se motiver dans une classe qu'en distanciel, parce que le fait qu'on soit dans un groupe, on est pris dans une dynamique. Un climat de concentration. Oui, c'est un climat qui va même au-delà de la concentration. C'est un climat de mobilisation de l'attention, un climat qui nous emporte beaucoup plus. Donc il y a cet aspect collectif qui est très important, parce que l'attention, à la fois, elle se construit collectivement, et à la fois, elle est une des racines, un des ombiliques de la socialité. Donc à partir du moment où on perturbe l'attention, on perturbe vraiment la capacité à être ensemble à un niveau très profond. Et donc, en perturbant la capacité à être ensemble, ça a un effet retour sur l'attention, sur l'expérience du monde, ça nous appauvrit totalement. Et donc, vous utilisez des termes, vous y allez cash. Hein. Bon, bref, j'espère qu'on ne va pas tous se sentir complètement idiots à la fin de cette émission, pour ne pas dire autre chose. Je vous propose de nous séparer quelques instants en compagnie, s'il vous plaît, de Monsieur Handel. Cet extrait du concerto Grosso, opus 6, numéro 2 en fa majeur. À tout de suite. Et nous voilà de retour dans cette émission Quête de sens. Comment gagner la guerre contre la baisse de l'attention. Il y a évidemment des recours, Dieu merci, ils sont là pour le prouver. Florian Forestier et Mehdi Kamassi. Florian Forestier, rapidement, qui est docteur en philosophie et écrivain, qui vient de coécrire Pour une nouvelle culture de l'attention chez Julie Jacob avec Mehdi Kamassi, ici présent aussi, directeur de recherche en sciences cognitives au CNRS. Ça vous parle effectivement l'attention. Alors, moi j'ai envie de parler d'attention collective, mais c'est pas le bon terme. Pardon, Mehdi Kamassi, c'est pas tout à fait ça. Dans l'ouvrage, on parle de plusieurs facettes collectives de l'attention. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'attention individuelle. Nous ne sommes pas juste des individus atomisés face à notre environnement. Nous devons se concentrer sur un livre, autre chose. Enfin, c'est important de connaître nos limites individuelles, bien sûr, mais ça serait mettre trop de responsabilité, trop de poids sur l'individu de penser que c'est uniquement de ce ressort-là. Et donc, il y a l'attention partagée, l'attention conjointe. On peut ensemble faire quelque chose, on peut comprendre l'autre. Quelle est l'intention de l'autre? Et c'est comme ça que l'enfant apprend à déceler des codes de comportement, à déceler les intentions. Par mimétisme, enfin en observant en fait chez les uns les autres comme ils le font tellement. Et parce que chez les primates que nous sommes, on pense que cette capacité sociale à comprendre l'intention de l'autre et à travailler ensemble, à collaborer, c'est quelque chose de très très fort et qui a donné un avantage à notre espèce. Et ça me permet de glisser que nous avons 2 co-autrices aussi de l'ouvrage que vous n'avez pas encore mentionné. Donc Célia Zolinski, qui est prof de droit du numérique à l'Université Panthéon-Sorbonne, on va y revenir quand on parlera de régulation, mais on a aussi Stéphana Broadbent, qui est professeure à Polytechnique à Milan, anthropologue et spécialiste du design, et en particulier des interfaces qui favorisent la collaboration, l'attention conjointe. Et ça, c'est vraiment une de ses grosses contributions au livre. C'est de dire, en fait, le numérique et toutes ces interfaces ne sont pas intrinsèquement mauvaises, pourrait au contraire favoriser l'échange, la mise en contact des gens à l'autre bout de la planète, réfléchir ensemble à la société qu'on veut.
Mais de fait, avec toutes ces pratiques commerciales, envie de capter notre attention, de nous maintenir engagés parce que ça suscite du profit, on se retrouve beaucoup plus isolé, atomisé et beaucoup plus dans le clash et moins dans l'échange. Donc, c'est pour ça qu'on parle de culture de l'attention. On pense qu'on devrait aussi, en plus de ce qu'on a dit, avoir vraiment une politique publique qui incite au développement de plateformes collaboratives, des choses qui nous permettent de comprendre le point de vue de l'autre, de construire des choses ensemble. Et Stéphana, pour donner un exemple qu'elle a beaucoup étudié, c'est Wikipédia. Énormément de mécanismes. C'est justement en train d'y penser. Voilà, c'est un exemple très connu et fabuleux, qui permet à des utilisateurs de construire une encyclopédie ensemble, d'avoir des lieux d'échange en cas de désaccord, et avoir des mécanismes pour décider collectivement des choses. Enfin voilà, il y a tout un ensemble d'ingrédients qu'on pourrait davantage favoriser sur le numérique. Mais faut-il, il faut prendre ça à bras le corps. Enfin, c'est vraiment une guerre, en fait. Le terme est finalement bien trouvé pour titrer l'émission du jour, Florian. Vous êtes d'accord, finalement? Parce que ça demande de passer du subi à l'actif, du passif à l'actif. Il faut se mettre à cheval, quoi, si je puis dire. Il faut y aller. Il faut partir à la guerre. Donc, on ne pourra pas se contenter de mesures individuelles sur les comportements. Il faut vraiment qu'il y ait à la fois une régulation très forte pour transformer, brider les pratiques des réseaux sociaux actuels, mais il faut aussi qu'il y ait une vraie politique partagée sans doute qui va au-delà d'un seul État d'investissement pour construire d'autres types de réseaux sociaux. C'est quand même intéressant ce que vous évoquiez en off tout à l'heure, Florian Forestier, parce que ça, je pense que les auditeurs l'ignorent, en tout cas ceux qui n'ont pas encore eu la joie de lire votre livre, c'est l'attention partagée au-delà de ce que vous avez évoqué, Mehdi Kamassi, il y a quelques secondes, c'est une espèce de communion de pensée. Ça va beaucoup plus loin qu'on l'imagine. Alors, peut-être communion peut être On peut le lire sur Radio Notre-Dame, ce n'est pas un péché. Mais il y a certains philosophes utilisaient le terme d'intercorporéité en disant mais il y a une résonance d'un corps à l'autre qui se construit de multiples manières et l'attention est un des vecteurs qui porte cette résonance. Et évidemment, cette résonance va avoir certains aspects qui vont être très visibles dans la collaboration, dans la compréhension des intentions, mais ça va au-delà. C'est le fait, ça va jusqu'à le fait qu'il y a des micro-gestes du visage, des micro-expressions qui vont passer de l'un à l'autre, des micro-gestes. Même dans un train. Moi qui prends le train tous les matins, comme beaucoup d'auditeurs. Sans aucun doute. Et ensuite, ça va beaucoup plus loin que ça parce qu'il y a tout ce qui se fait en présence, mais il y a tout ce qui se fait à distance. Et il y a tout le fait qu'une personne a regardé, l'autre a pas forcément regardé tout de suite, mais a enregistré qu'il a regardé. On a entendu, à un moment donné, ça va nous revenir. Donc il y a vraiment une dimension, il y a une latence collective en nous dont l'attention est porteuse. Et plus alors pour utiliser le terme de deux philosophes, de Simondon, c'est un processus d'individuation, mais qui est de transindividuation, qui est d'individuation collective. C'est-à-dire on devient individuel, mais parce qu'on est accordé aux autres, accordé dans une différence, et c'est cette capacité à échanger tout en se différenciant qui fait de nous des individus, mais qui fait de nous des individus parce que nous sommes accordés aux autres. Et quand on dit qu'aujourd'hui, souvent les experts ici et là, les intellectuels disent aujourd'hui il n'y a plus de recul sur rien, on est devenu des prêts-à-penser, on ne sait plus réfléchir, on est ultra influençable, soit-nous plus influençables que nos aînés, que nos anciens. On a presque envie de dire oui par l'effet mimétique du coup que tout ce système génère. Je ne sais pas si c'est vrai, Mehdi Kamassi, mais c'est vrai qu'on a envie de le croire. Hein. Il me semble que c'est une question qu'il faudrait poser à des sociologues. C'est vraiment pas ma spécialité pour savoir s'il y a une évolution de cette influençabilité. En tout cas, le constat aujourd'hui, c'est quand même que ces espaces, ces moments de réflexivité sont réduits. Et donc de réflexivité individuelle mais finalement, est-ce que ces usages des réseaux sociaux, des interfaces et autres me conviennent? Peut-être qu'il y a une partie qui me convient. De temps en temps, ça me fait du bien d'être diverti, mais là, je sens que j'y passe trop de temps. Ouais. Comment faire? Donc, il faut prendre le temps de la réflexivité pour ne pas juste être passif et guidé par l'extérieur, se sentir un peu devenir des automates, mais être aussi, reprendre en main ses propres buts et ses propres souhaits d'organisation de notre vie quotidienne. Mais aussi des espaces de réflexivité collective, de penser ensemble. Toi, tu as détecté, tu as eu tel mécanisme de l'interface qui t'a incité à acheter, tu t'es senti un peu exploité. Des fois, il y a des pratiques frauduleuses, on en parle dans l'ouvrage, et Florian le disait aussi, par exemple, le fait
de jouer sur la rareté, de jouer sur... il ne reste plus beaucoup de produits, il faut absolument consommer très vite. Donc, pensez ensemble. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Qu'est-ce que tu ressens dans l'utilisation de ces réseaux et qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, pour reprendre un peu pour penser ensemble, il faut justement qu'il y ait cette densification des expériences. Parce que je ne sais pas si le terme influençable est le bon, mais sans doute, ce qui diminue, c'est la capacité à partager. Ne serait-ce que parce que la manière dont nous, individuellement, nous apprenons est de plus en plus automatique. Donc, on a tendance de plus en plus, aussi parce que, grâce au perfectionnement technique, parce qu'il y a des contenus enregistrés à la radio, à la télévision, on a tendance de plus en plus à avaler des formes de pensée, voire des formes d'expérience qui sont préconstituées et qui viennent se greffer en nous et qui fonctionnent quasiment sans qu'on les ait traitées. Donc, à partir de là, la richesse de notre expérience intérieure va diminuer. Et si notre expérience intérieure est plus pauvre, mais on a moins de choses sur quoi s'appuyer pour rencontrer l'autre. Et donc, la manière dont on rencontre s'atrophie. On se rend compte sur des contenus beaucoup plus faibles, on est beaucoup moins capable de construire de la relation, on est beaucoup moins capable de construire de l'échange. L'échange devient soit de la communication très pauvre, soit au contraire du clash. Et soit de la consommation, parce que finalement, vous êtes en train de nous parler de consommation, là. Vous voyez, entre autres. Le rapport de consommateur, homo festivus, enfin bref, on connaît toute cette génération justement de sociologues, philosophes, penseurs qui ont bien vu ce qui advenait. En tout cas, des risques de l'évolution, du progrès, qui certes ont leurs avantages, mais effectivement, la lecture semble quand même une bonne arme, élargir sa pensée. Heureusement que la lecture existe encore quand même, on peut le dire quand même, Mehdi Kamassi. Absolument, après la lecture peut se faire bien sûr dans les livres, alors c'est important aussi, et puis pour nos yeux aussi, pour le sommeil, on sait qu'être exposé... Vous êtes d'accord que lire un livre, ce n'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact sur nos neurones, sur notre cerveau et sur tout l'ensemble de notre personnalité qu'un écran? Alors, en partie des choses similaires et en partie des choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut quand même être concentré sur un contenu, le lire, apprendre une certaine information. Mais effectivement, il y a des études de psychologie qui montrent de plus en plus qu'éventuellement, la compréhension est moins profonde que c'est sur ça, je trouve ça complètement... Enfin, c'est assez édifiant quand même. Parce qu'on lit, vous voyez, là, je lis une page, mais le fait que ce soit du vrai papier, ça n'a pas le même impact sur le cerveau, mais ça, je trouve ça fou, quoi. C'est parce que quand vous avez le livre dans la main, tout le corps est mobilisé, puisque vous faites des gestes, vous pouvez le tenir, donc c'est le caractère un peu global. C'est les 5 sens qui sont presque mis en éveil. Et donc ça s'intègre à l'ensemble de votre sphère corporelle. Pour reprendre ce que dit un philosophe qui est Bernard Stiegler, qui est sans doute un de ceux qui ont fait le meilleur diagnostic sur ces questions-là. L'enjeu, d'ailleurs, au-delà de la lecture, c'est celui de restaurer ce qu'il appelle des consistances, c'est-à-dire des consistances de sens qui soient suffisamment riches pour qu'on puisse accrocher notre expérience individuelle et se rencontrer via elle. Non, mais continuez, c'est passionnant. Et donc, se rencontrer via elle, comment? Mais lui, il donne différents exemples, mais évidemment, l'expérience canonique, c'est l'art. C'est soit la littérature, soit l'œuvre d'art. En disant, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui nous capte, qu'on rencontre, mais de manière différente, parce que l'autre et moi, on ne voit pas forcément la même chose, même on n'est pas forcément d'accord sur l'appréciation esthétique, mais on est capable d'en parler, on est capable d'expliciter nos sentiments. Je suis capable de faire comprendre à l'autre pourquoi je trouve une chose belle, l'autre est capable de me faire comprendre pourquoi il la trouve différemment belle. Et donc, via une consistance extérieure, on approfondit et notre compréhension l'un de l'autre et notre capacité à voir. À partir autour d'un vrai support, c'est-à-dire de quelque chose de concret, quoi. Vous parliez de sculpture tout à l'heure. Alors, sur bois. Concret ne veut pas forcément dire matériel, mais consistance, c'est au sens où ça est, par rapport à mon expérience, suffisamment de prégnance pour me retenir. Concret, c'est pas nécessairement toujours matériel. On peut avoir de l'art numérique, on peut avoir des objets numériques, on peut avoir des interfaces numériques qui jouent totalement ce rôle-là. Mais c'est cette capacité à pas se dissoudre dans l'expérience immédiate, mais à porter de la relation. En fait, c'est ça. En fait, ce qu'il faut, c'est ne pas rester dans le côté immédiat qui fait penser du coup à la consommation des choses et de la vie, quoi. Parce que là, on est sur Radiantram et RCF, on peut en parler, mais ça va encore plus loin si on veut y mettre la dimension spirituelle en plus. Si on veut. on est libre, évidemment, hein, ça c'est sûr, Mehdi Kamassi. Mais c'est vrai que ça peut toucher aussi le vide dont parlent aussi tant de penseurs, tant de philosophes, à commencer par Luc Ferry, qui est agnostique, et qui pourtant pointe les églises qui se vident. Il dit c'est le rapport consommateur à la vie, quoi. C'est quand même intéressant. Et comme par hasard, ça vient
Bon, je sais pas, c'est juste une suggestion que je me pose sur la table, mais que je soumets à votre réflexion, messieurs. Mais en tout cas, cette question de la liberté est très importante. Et en plus des ingrédients qu'on mentionne ici, voilà, du point de vue de la psychologie, on pense qu'on est plus ou moins libre selon les modes dans lesquels on se place de réflexion et de décision. Et donc, quand on bascule dans les automatismes, et que c'est vraiment l'immédiateté des pop-up, des publicités, des notifications qui guident, en fait, qui guident l'enchaînement de nos comportements et qui fait qu'on bascule à autre chose, après on revient, eh bien, on est globalement moins libre que quand on est dans ce qu'on appelle des comportements dirigés par nos propres buts. On fixe un but à l'action. Là, je veux m'informer sur une certaine chose, je veux aller voir les dates d'anniversaire de mes amis sur les réseaux sociaux, je veux écrire quelque chose. Voilà, une action. Et le fait de rester focalisé sur ce but, de le mener à terme, eh ben, on est davantage libre. Donc après, ça ne veut pas dire que nos automatismes ne sont pas souhaitables. Et c'est un peu ce qu'on développe dans l'ouvrage, et je pense que c'est une des originalités, c'est de dire, en fait, si on passait du temps avec de la réflexivité à trier nos automatismes, à nous dire il y a certains de nos automatismes qui nous conviennent et d'autres qui ne nous conviennent pas, et ben à ce moment-là, on gagnerait en liberté. Donc il peut y avoir des moments où l'automatisme est souhaitable. Quand je trie mes emails, j'ai des petites recettes qui font que je suis un peu plus efficace. Si j'étais en permanence en train de réfléchir, je serais plus lent et je serais moins efficace. Donc gagner en efficacité sur un automatisme choisi est de nature à nous faire gagner en liberté. Moi, j'en vois une énorme priorité, c'est faire le tri enfin, pas faire le tri, mais s'obliger à se donner des règles par rapport aux notifications, en fait, quand on reçoit de notifications. Ça, c'est quand même, ça nous pourrit la vie, on est bien d'accord, les amis. Hein. Absolument. On est bien d'accord. Et du point de vue de la psychologie, en plus, à chaque fois qu'on est interrompu, et ensuite on a un tout petit temps à se refocaliser, en fait, on perd en efficacité, on perd en mémorisation, et ça a un coût cognitif, parce que se refocaliser, ça demande un effort. Et donc, tous ces efforts au quotidien s'accumulent. Même si on ne va pas regarder son smartphone après une notification, même le fait de l'entendre, oui, parce qu'il y a une décision qui est prise d'aller ou pas traiter. Et rien que ça nous prend du temps. Donc peut-être se mettre en silencieux de temps en temps, ça fait du bien. Je parle en termes de notification. Oui, c'est un élément, mais ça ne va pas suffire. Parce qu'on ne peut pas laisser l'individu seul face à un réseau. Les règles sont totalement biaisées, c'est asymétrique, on est tout petit face à un monstre. Ce qu'il faut aussi, c'est vraiment de redonner prise sur la manière même dont le réseau fonctionne. Et c'est pour ça qu'une de nos propositions, c'est le droit au paramétrage. C'est-à-dire qu'on puisse décider un certain nombre de choses sur la manière dont le réseau s'affiche. Mais déjà, est-ce qu'il nous envoie des notifications ou pas ? Est-ce qu'il va y avoir un écran qui se déroule à l'infini ou pas ? Est-ce que ça nous envoie des recommandations personnalisées ou pas ? Quel est le degré de personnalisation ? Là, ce n'est pas le cas pour l'instant. Ça, ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, de nous donner vraiment la capacité à régler un ensemble de choses. Par exemple, la notification une fois par jour, par exemple. Vous voyez, on règle un horaire. Donc, à 21h30, voilà, je veux bien recevoir mes notifications. Ou vraiment, est-ce qu'on veut que l'écran défile à l'infini ou pas ? Est-ce qu'on veut que ce soit des contenus personnalisés ou pas ? D'autant qu'à partir du moment où on reprend un peu le contrôle de cette manière-là, il y a un degré supplémentaire qui est... Mais derrière, ça permet un peu de casser le caractère... propriétaire des plateformes, parce que la manière de faire ça, c'est ensuite de développer ce qu'on a tout un écosystème d'applications qui ne dépendrait pas forcément des grandes plateformes, qui ne dépendrait pas forcément de Facebook ou autres, qui seraient développées industriellement par toutes sortes d'entreprises, de développeurs, et qu'on pourrait télécharger, qui permettrait à chacun d'adapter le fonctionnement de la plateforme à ce qu'il veut. Donc c'est une solution qui est à la fois une solution de régulation qui redonne un certain pouvoir à l'usager, mais en même temps, c'est une solution de dynamisation économique, parce qu'on développe de l'innovation et on sort justement des systèmes de monopole des grandes entreprises. Il y a du boulot, les amis. Nous nous retrouverons, si vous le permettez, dans quelques minutes, juste après avoir entendu Si tu suis mon regard de Benjamin Biolay. À tout de suite. Avec les yachts de ces millionnaires débonnaires qui pissent le ventre à l'air
dans la mer. Si tu suis mon regard, tu verras des doutes, des gens qui partent tard au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui devient vert bouteille et comment c'est chez moi. Trop longtemps, 100 fois trop longtemps que je suis tout seul, que j'attends quel que soit le temps qui m'est fatal. Je regarde le grand mur blanc qui se décale. L'amour est un éphémère, glacé vert, qui casse des kilés triangulaires. Si tu suis mon regard, tu verras des doutes, des gens qui partent tard au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui devient vert bouteille et commencer chez moi. Si tu suis mon regard, tu verras des plaines, des taxis, des gares à la migraine. Tu verras tout vermeil, tu verras tout plus bas, tu liras tout vers l'air, tu rentreras chez moi. Chez moi. Trop longtemps, 100 fois trop longtemps que je suis tout seul. Tout seul, tout seul. Trop longtemps, 100 fois trop longtemps que je suis tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Tout seul, tout seul. Si tu suis mon regard, tu verras des doutes, des gens qui partent tard au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui devient vert bouteille et commencer chez moi. Si tu suis mon regard, tu verras des plaines, des taxis, des gares à la migraine. Tu verras tout vermeil, tu verras tout plus bas, tu liras tout vers l'aine, tu rentreras chez moi, chez moi, chez moi, chez moi, tout plus bas. Et nous voilà de retour dans cette émission Quête de sens. Comment gagner la guerre contre la baisse de l'attention? Peut-être déjà en se regardant dans les yeux et non pas comme dans ce train que je prends chaque matin. Je ne vous dirai pas d'où, jusqu'ici à Paris-Montparnasse, où sont les studios de Radio Notre-Dame. Mais ces regards qui sont exclusivement tournés sur ces téléphones, je ne dis pas que je ne le fais pas un peu, mais quand même, ça va quand même très loin. Cette affaire, eh bien nous en parlons de cette attention, comment gagner la guerre contre la baisse de l'attention aux autres, à ce qu'on fait, à son travail, à la vie. Bref, ça va très loin. Florian Forestier est avec nous pour en parler, docteur en philosophie qu'il est, écrivain, et Mehdi Kamassi, directeur de recherche en sciences cognitives au CNRS. Ils ont coécrit ensemble cet ouvrage chez Odile Jacob pour une nouvelle culture de l'attention. Que faire de ces réseaux sociaux qui nous épuisent? Chez Odile Jacob, il y a des ressources. Il y a heureusement des ressources à trouver, à découvrir, à partir des recherches justement en sciences cognitives. Mehdi Kamassi, il y a quand même effectivement, on peut quand même même s'il y a beaucoup d'argent en jeu, on l'évoquait il y a quelques secondes. Vous posez la question au chapitre, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrit, mais je pense qu'aussi, quel contrôle, réflexivité, liberté et espace public. La réflexivité, c'est vous, pardon. Oui, c'est plus pour vous, ça, Florian. Mais c'est vrai qu'on l'évoquait. Il y a une dimension individuelle, humaine et collective, mais il y a un champ d'action quand même devant nous. Heureusement, rassurez-nous un peu quand même. En fait, il y a un potentiel incroyable avec les interfaces numériques et avec les rêves des débuts de l'Internet, c'est de nous mettre en relation à l'autre bout de la planète, échanger des idées, être informés. C'est déjà le cas un petit peu. Voilà. Mais c'est sous-exploité, c'est-à-dire que finalement, il y a tout ça, toute cette connaissance, tous ces potentiels qui sont un peu mis en sourdine derrière des mécanismes, une industrie de la captation de l'attention, parce que ça génère beaucoup plus de profit. Donc il s'agit en fait de rééquilibrer les choses. Il n'y a pas vraiment besoin de... Est-ce que ChatGPT menace encore plus
notre rapport à la réflexion, à la pensée, à la démarche de la pensée? Alors là, il y a beaucoup de philosophes qui se posent plein de questions avec l'IA générative, la génération de contenu. Il y a Absolument. beaucoup d'aspects sur lesquels on peut se questionner. Il y aura des choses qui seront intéressantes, il faut encore prendre du recul. Mais par exemple, le fait d'avoir des choses où on fait moins la part entre le vrai et le faux, puisqu'il y a ces hallucinations, il y a des choses au milieu d'un contenu qui paraît totalement plausible, des choses qui sont complètement fausses. Ouais. Donc ça nous fait encore moins d'ancrage solide sur le réel, sur les faits qui nous permettent de comprendre Il faut l'autre. ouvrir un livre, il n'y a pas le choix. On est d'accord ou pas forcément? C'est pas si simple que ça. C'est très important. En tout cas, la fiabilité des sources. Quand on ouvre un livre, on sait qui est l'auteur, qui est l'autrice, d'où elle vient, d'où il vient, quelle sont son expertise. C'est important aussi. Ouais. Mais notre Florian. co-auteur, Célia Zolinski, a participé à tout un groupe de réflexion sur les assistants personnalisés. C'est vrai que le risque, c'est la combinaison de l'IA générative comme ChatGPT et des environnements immersifs. Parce que ça permet une personnalisation, une individualisation vraiment beaucoup plus forte et la création vraiment d'environnements qui vont faire perdre même toute la possibilité d'avoir des feedbacks extérieurs. Donc, oui, là, il y a un risque parce qu'il y a une coalescence de possibilités techniques qui, si elles ne sont pas bridées, peuvent vraiment aller très très loin dans la capacité de manipulation. Ouais. Et Mehdi Kamassi, justement, pour remédier, alors au-delà de la dimension, alors, parce que c'est pas de notre fait finalement, nous, humbles badauds, consommateurs certes des réseaux sociaux et de toutes ces plateformes et des smartphones en général, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Passer un coup de fil à Facebook, au GAFA, ça ne changera pas grand-chose. En revanche, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, individuellement et collectivement. Individuellement d'abord dans nos journées. Donc on l'a un petit peu dit, effectivement, peut-être se mettre plus en silencieux côté des notifications. Est-ce que ça peut aider? Des choses un petit peu simples qu'on peut faire, nous? Oui, se mettre des règles. Alors c'est aussi très important, vous l'avez souligné au début, avec nos enfants. Oui. Et donc faire un contrat, et ça c'est vraiment souligné par beaucoup de spécialistes et en psychologie et autres, un contrat avec nos enfants, de se dire voilà, c'est telle durée par jour, on s'y tient, on se met un réveil, et après ça permet de ne pas avoir à renégocier chaque jour. On s'épuise à devoir en permanence surveiller, venir renégocier, se mettre des contrats pour nous-mêmes aussi. Et, pour Donc, et face à nos enfants. Quel usage, et voilà, et montrer l'exemple. Exactement. Montrer l'exemple, quoi. Montrer à nos enfants qu'on peut faire autre chose. Autre chose. Le numérique a beaucoup de potentiel, peut faire beaucoup de choses, mais peut-être un des risques, c'est dans l'appauvrissement et que ce soit uniquement des expériences numériques. Bricoler. Parce qu'on ne regarde pas l'autre dans les yeux, en plus, quand on est sur son écran. Voilà. Faire des choses ensemble, à un moment donné, ensemble. aller regarder un musée, aller voir des choses dans la nature, Ouais. c'est important. C'est important pour régénérer notre attention. Ça, on en parle aussi dans l'ouvrage. La nature. L'exposition à la nature, à des choses qui nous dépassent. Voilà, Oui. ça montre que ça régénère beaucoup plus Regardez l'attention le que d'autres ciel. choses. Regardez le ciel, regardez l'horizon, il paraît qu'on le fait plus. Alors non seulement ça nous rend myope, mais en plus ça nous rend aussi myope du cerveau, quoi. C'est vrai ça, Florian, effectivement. Oui. Et puis, il y a un autre aspect, mais qui est assez inquiétant, c'est vrai que la capacité à être immédiatement disponible, ça a vraiment modifié l'ensemble de nos pratiques sociales. Je vais vous donner un exemple, c'est que quand on se donne rendez-vous avec quelqu'un, la plupart du temps, on ne se dit plus clairement quand et où. Et donc, on est obligé d'être en permanence disponible pour savoir quand la personne va nous dire de venir, etc. C'est tellement vrai. Et donc, en fait, on s'est mis à avoir des habitudes qui nous rendent d'autant plus dépendants des réseaux sociaux et de ces moyens de communication. C'est comme on ne se fixe plus de règles a priori, on sait on peut annuler plus facilement. Mais par exemple, moi, quand je suis venu, je ne savais pas exactement où étaient les studios. Donc, évidemment, au dernier moment, je n'avais pas fait de plan à l'avance, donc j'étais dépendant à un moment donné de mon smartphone pour vous trouver. Et on a mal bossé, vous êtes en train de nous dire qu'on a mal bossé, cher Florian? Mais ce que je veux dire, c'est que l'intégralité des habitudes qu'on a prises nous rendent dépendantes de ça. Et sans doute, de l'immédiateté. Oui, de l'immédiateté. En fait. Et sans doute, il y a quelque chose à retrouver dans les pratiques sociales, parce que tant qu'on a des pratiques sociales qui ont cette espèce de fluidité dans l'organisation, ben, on peut plus passer des, je vais pas dire des réseaux sociaux, mais on peut plus passer de tout ce qui nous fait communiquer en direct. Là, vous êtes en train de nous parler de la disponibilité, en fait, du don de soi, c'est-à-dire que ça va même encore plus loin, vous qui êtes philosophe, c'est quand même très intéressant, parce que finalement, là, l'espèce de... On se prend en otage les uns les autres d'une certaine façon, toujours par égoïsme, c'est-à-dire qu'on ne s'engage pas sur le coup, on donne rendez-vous à un ami, par exemple, quelque part, une semaine à l'avance, on va prendre un exemple type, pour un déjeuner, voilà. Et puis on dit, oh non, on verra plus tard, au dernier moment, on verra de toute façon avec les smartphones, on sait qu'on peut communiquer, qu'on peut joindre l'autre à tout moment, à toute heure du jour et de la nuit.
hop, et puis on verra bien. Et puis, alors que jadis, c'est vrai qu'on se donnait vraiment les moyens, c'est-à-dire on se donnait rendez-vous, il y avait une sorte d'engagement de sa personne. C'est des petits engagements, c'est bête, mais je sais pas, c'est quelque chose, vous m'y faites penser à l'instant. C'est pour ça que je vous soumets ça à votre réflexion. Encore une fois, Mehdi Kamassi, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? C'est intéressant, cette dimension du don de soi, au fond aussi, la disponibilité en tout cas. En tout cas, moi, j'y vois une dimension psychologique qui est de se dire, comme on ne fait pas jusqu'au bout, par exemple, de fixer le rendez-vous, d'avoir fixé toutes les modalités, Typiquement. et après, on garde ça en tête dans un buffer, c'est pour prendre un terme un peu informatique, c'est-à-dire que finalement, il y a toujours une partie où il faut garder ça, il ne faut pas l'oublier, et en fait, ça participe à la fatigue cognitive. Alors qu'au fond, on le règle une bonne fois pour toutes. Après, on peut se concentrer pendant toute la semaine. On est bien d'accord. On pourrait même être complètement déconnecté si on le souhaite de temps en temps, et c'est pas grave. Arrive le moment du rendez-vous, et voilà. D'où la panique quand on perd son smartphone. C'est alors là, mais il y en a qui enfin voilà, il y en a qui vont très loin, qui tombent dans des burn-out. Enfin bon, bref, c'est quand même sidérant. Mais c'est peut-être pour cette raison-là. Vous êtes en train c'est très intéressant. On en plaisante, mais c'est sérieux. Pour revenir à ce qu'on disait tout au début, ce qui a le plus changé dans la situation actuelle, c'est pas l'intensification des sollicitations, c'est leur pluralité, c'est le fait qu'on est en permanence dans un champ d'infini des possibles. Et c'est ça qui épuise sans doute le plus, c'est que rien n'est stable. On est dans un système qui est totalement liquide, où non seulement on a beaucoup de choses à faire, mais on se dit qu'on pourrait en faire d'autres et plus, et qu'on aurait pu faire différemment. Donc on est toujours sur de la réinvention rétrospective, ce qui rend d'autant plus épuisant ces sollicitations, parce que notre attention, non seulement elle est sollicitée, mais elle est amenée à nous reprogrammer en permanence, à nous réinventer en permanence. Y compris, alors je vous donne un exemple très personnel, pardon, mais je pense que c'est très parlant, je suis comme les autres, voilà. Quand on regarde, par exemple, moi je reçois beaucoup de vidéos de sport, parce que je pense que j'aime bien le sport, Google a bien compris, enfin, les réseaux ont bien compris que j'aimais beaucoup le sport, les exploits sportifs, l'aventure, et vous allez me dire dans quel cas ça rentre cette histoire, le fait de passer un peu trop de temps, je pense, à regarder par exemple les entraînements du Vendée Globe, les exploits en gymnastique, les sélections, etc. Un peu ça va, mais en fait, ça, c'est comme si ça devenait indispensable. Ça mettait, vous voyez, ça me met dans une autre dimension, ça me fait rentrer dans une autre dimension. Ah, si j'avais été gymnaste, ça aurait été extraordinaire. Ou si j'avais fait de la navigation, ça aurait été extraordinaire. Et ça fait perdre du temps, en fait, ça n'a aucun intérêt, effectivement. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, ou est-ce que j'ai bien compris? Ça fait plus que perdre du temps. Ça nous fragilise vraiment de manière extrêmement profonde, parce que ça nous empêche de nous consolider, ça nous empêche justement d'être dans cette dimension de consolidation de qui on veut être. Parce que le qui on veut être est tout le temps remis en jeu. On est tout le temps en train de refaire tapis, pour parler comme... Et pour revenir... Vous vous rendez compte de la bombe que vous êtes en train de nous lancer? C'est extraordinaire ce que vous êtes en train de nous... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Donc on revient sur ce point qu'on souligne dans le livre. La réflexivité et la réflexivité collective. Vous adorez le sport, vous aimez voir des vidéos de sport, c'est très bien. Mais si vous prenez suffisamment de moments où vous réfléchissez, mais au fond, est-ce que j'en regarde trop? Est-ce que ça me convient? Si finalement ça vous convient dans les moments off, sans sollicitation externe, et vous dites, en fait ça me convient de regarder beaucoup de sport, très bien, à ce moment-là vous êtes libre et vous choisissez de le faire. Et au moment où, quelques semaines plus tard, vous dites, maintenant c'est un peu trop, j'ai envie de rétropédaler, vous pouvez le faire, si vous gardez la maîtrise de votre attention. Et voilà, le problème, c'est que si on est sollicité en permanence, notamment avec les vidéos qui s'enchaînent, directement, tout à coup, vous n'avez même pas eu le temps de réfléchir, vous demandez est-ce que maintenant j'ai envie d'arrêter, est-ce qu'il faut que j'aille faire autre chose, qu'il y a une autre vidéo super intéressante qui se présente à vous. Et donc vous avez peur de rater cette autre vidéo. Et donc là, vous êtes moins libre. Donc il y a des choses qu'on peut aménager pour susciter davantage de réflexivité et de liberté. D'autant que ce que vous disiez, c'était pas simplement de regarder beaucoup de sport, c'était que à force d'en regarder, vous étiez en permanence en train de vous dire que vous auriez pu en faire plus, voire être une sportive professionnelle. Et ça, moi j'ai l'impression qu'on est en permanence contaminé, pollué, par des possibles qu'on intériorise, alors qu'au fond, on ne désire pas vraiment être ça. C'est vrai. C'est vrai. Ça, alors déjà, là, au-delà de la réflexivité, si elle est vraiment profonde, et si elle n'est pas seulement individuelle, mais collective, elle nous permet aussi de refaire un peu le point en disant, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être cette chose qui se met à m'habiter comme ça parce qu'on me la montre à l'extérieur? Est-ce que ça me ferait vraiment plaisir de l'être? Mais là, c'est pas totalement impossible finalement que le numérique ait aussi, je vais pas dire des solutions, mais des choses à nous proposer. Parce que si, à partir du moment où on peut envisager de se mettre en situation,
on sera capable aussi, par des processus d'essai-erreur, de beaucoup mieux voir, mais finalement, est-ce que cette chose dont je rêve ou dont on m'a fait rêver, est-ce que j'aimerais l'être? Est-ce que j'aimerais vivre cette vie? Est-ce que j'aimerais... Oui, et Oui. toi? Oui. On devrait mettre ça. Et toi? Est-ce que c'est un vrai désir ou est-ce que c'est quelque chose qui m'a été greffé? Est-ce que, si je l'étais, comment je me sentirais? C'est tout à fait intéressant, effectivement. Voilà, il y a quand même des solutions, n'empêche. Pour répondre à cette question, au fond, comment gagner la guerre contre la baisse de la tension de 0 à 77 ans et plus, c'est possible, n'est-ce pas? Mais en résumé, en allant dans la nature, s'abreuver de tout ce qui nous entoure restaurer pour de vrai. l'attention, diversifier nos activités, c'est sûr, se donner des moments de réflexivité pour penser à ce qu'on souhaite être. Et puis ça peut bouger en permanence. On n'a pas besoin de le fixer une fois pour toutes. C'est ça qui est bien. C'est pas grave, on peut le fixer un certain temps et puis quelques mois plus tard, on a envie de réviser ça. Et c'est très bien. Et voilà, ce droit au paramétrage que Célia Zolinski, notre co-autrice, a beaucoup porté depuis plusieurs années, et on pense, ici on insiste, on l'approfondit, pourrait amener dans l'interface ce jeu avec l'interface. Je la paramètre d'une certaine façon, ça me propose des contenus qui me conviennent. Tiens, si je la paramètre différemment, et c'est un paramétrage qui est stable, j'ai pas besoin de le refaire en permanence, parce que sinon ça m'épuise, sinon j'y renonce, et puis hop, je me mets à cliquer sur j'accepte tel quel, et en fait, finalement, c'est l'intérêt des commerciaux, des commerçants plutôt que le mien qui est favorisé. Absolument. Mais en fait, et c'est quelque chose qu'on développe un peu dans l'ouvrage, et que la Fondation Internet Nouvelle Génération avait aussi creusé avec Hubert Guillot, notamment il y a quelques années, ça peut contribuer à donner une jouabilité. On comprend mieux l'interface. Tiens, et puis c'est même un peu sympathique de jouer avec ces paramètres, de voir qu'est-ce que ça fait sur l'interface, comment elle se présente à moi. Tiens, elle peut me présenter des contenus un peu différents qui me surprennent. Ça peut favoriser de la sérendipité. Donc il y a vraiment un potentiel dans cette direction-là. Il y a un côté moins intrusif, en fait, de ces systèmes commerciaux. En fait, c'est ça qui est intéressant, que vous proposez, c'est ça que je veux dire. Et plus maîtrisé, plus conforme à nos propres choix. Et à nos intérêts. Ça va dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est l'homme qui décide, et puis la machine qui décide. En gros, on en est là, quoi. Voilà. Florian, je voudrais souligner le fait que les réseaux sociaux ne sont pas à l'origine de tout. Ce sont des amplificateurs, ce sont des résonateurs. Mais ce n'est pas eux qui causent tout. Par exemple, cette société de l'injonction permanente, de la sollicitation permanente, où on nous invite tout le temps à nous transformer, à tout tester, ils ne l'ont pas inventé. Évidemment, ils l'expriment, ils le catalysent, mais ils ne l'ont pas inventé. Et aussi, un des objets de notre livre, c'est de rappeler que ce sont des vecteurs, les réseaux sociaux. Ne pas l'oublier, nous ne sommes pas des marionnettes de ces appareils. Voilà pour une nouvelle culture de l'attention. Que faire de ces réseaux sociaux qui nous épuisent? Odile Jacob, merci messieurs. Florian Forestier et Mehdi Kamassi qui l'avaient coécrit. Merci à vous.